Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur cet atelier numéro 4 du Printemps de la participation. Voilà, comme vous le savez, des ateliers comme ça, il y en a un petit peu toute la semaine sur différents sujets. Et celui qui nous rassemble aujourd'hui, c'est un sujet qu'on voit aussi devenir de plus en plus important sur la question de la participation des personnes à la définition de leur propre habitat. Alors, on parle beaucoup effectivement d'habitat participatif dans d'autres cadres, dans d'autres contextes, en matière d'accès à la propriété, l'habitat social aussi commence à travailler la notion d'habitat participatif. Mais voilà, dans nos activités, jusqu'à maintenant, ce n'était pas toujours une dimension qui était développée. Et pourtant, on voit quand même de plus en plus d'acteurs se saisir de cette question-là, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on donne la parole, comment est-ce qu'on implique les personnes dans la définition même de la solution d'habitat, qu'elle soit une solution d'hébergement, de logement accompagné éventuellement, qui va la concerner par la suite. C'est un premier aspect. Puis aussi, ensuite, comment est-ce qu'on implique les personnes au quotidien dans la définition de tout ce qui va faire l'habitat, donc que ce soit les locaux, les aménagements, et un ensemble de questions qu'on va pouvoir travailler un peu avec vous aujourd'hui. Donc, on aura différents intervenants qu'on va vous représenter, mais qui sont en fait, on va dire, un peu trois étapes finalement différentes de projets de ce type-là, dans lesquels on va chercher à humaniser, à transformer finalement un habitat pour qu'il corresponde mieux aux besoins des personnes. On aura du coup différents niveaux d'aboutissement qui donnent une image un peu des étapes en fait qu'on rencontre dans ce type de projet-là. On aura un projet qui s'est terminé déjà il y a plusieurs années, sur lesquels on peut déjà avoir certains éléments de bilan finalement de qu'est-ce que ça peut apporter, la prise en compte du regard, de la parole des personnes et même du faire avec les personnes pour mettre en place une solution d'habitat. Ce sera une présentation autour d'un projet qui s'appelle le projet Igloo à Nantes et qui nous sera présenté par Irène pour l'association Trajet. On aura un projet qui est aussi bien avancé et qui a été travaillé directement avec les personnes sur un projet d'humanisation en fait, d'un centre d'hébergement pour femmes que nous présentera aussi Aïcha. Et on aura un projet qui est à l'heure actuelle en cours finalement d'émergence, qui est un projet porté par la Croix-Rouge de La Réunion dans le cadre d'un partenariat important justement avec le Conseil régional des personnes accompagnées pour justement définir en fait le cadre et les fonctionnements et l'ensemble de la solution d'habitat, qui est un habitat dédié aux personnes qu'on dit en situation de grande marginalité et qui correspond aussi du coup à l'appel à projet qui a eu lieu dans ce cadre il y a maintenant plusieurs mois. Mais je vous propose qu'on commence cet atelier. On le porte avec la Fédération des acteurs de la solidarité de l'océan Indien, qui anime notamment le Conseil régional des personnes accueillies de La Réunion. Et donc, voilà, bienvenue à toi, Émilie. Je te laisse prendre un petit peu la parole pour animer cette partie d'échange. Juste pour vous dire rapidement comment ça va se dérouler, c'est un peu comme sur les autres ateliers. Il va y avoir ces trois présentations-là, assez différentes les unes des autres, qui correspondent chacune à un regard différent sur les étapes dont je vous ai parlé. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions tout au long des interventions, mais ces questions, elles seront reprises à la fin des séquences de prise de parole. Donc, vous avez tout au long la possibilité de poser les questions via le chat qui est sur votre droite. Et vous avez aussi la possibilité, si vous aussi, vous avez mené une expérience particulière ou à un moment donné, vous avez donné la parole aux personnes concernées, vous êtes posé la question, ou vous-même, personne concernée, vous êtes exprimé sur ces sujets-là et avez envie de nous faire un peu un retour d'expérience sur comment ça s'est déroulé, vous avez la possibilité de lever la petite main jaune ici qui nous donnera signe qu'on peut éventuellement vous passer la parole, sachant que si on vous passe la parole, on ne vous verra pas face caméra, mais on entendra par contre le doux son de votre voix. Et je crois que j'ai donné à peu près les consignes. Et Émilie, je te laisse démarrer un peu cet atelier. Voilà, on y va. Merci Adrien, bonjour à tous. Merci à tous d'être venus nombreux à cet atelier aujourd'hui. Donc, comme vous avez compris, on va aborder la question de l'habitat participatif. Pourquoi la Fédération de l'océan Indien s'est positionnée particulièrement sur cet atelier. En fait, la problématique du logement et d'hébergement à La Réunion est assez importante. Et nous avons aussi un territoire qui n'est pas si vaste que ça et voilà, pas assez extensible.
Et nous avons encore des traditions bien ancrées et les types d'habitats qui sont parfois proposés, notamment des immeubles, etc., ne correspondent pas toujours aux besoins et aux attentes de la population locale. Mais je pense aussi plus globalement, d'une façon générale, en France. Donc, du coup, non, on s'est saisi de cette opportunité qui nous était donnée de présenter des projets sur l'habitat participatif et nous avions été contactés par la Croix-Rouge sur un projet d'un centre d'hébergement pour grands marginaux où nos délégués CRPA ont pu participer. Donc, le CRPA, c'est les conseils régionaux des personnes accueillies et accompagnées. Et donc, nous sommes partie prenante dans ce projet et donc il était intéressant de faire émerger tout ce qui peut être en présence sur ce territoire. Alors, pour cet atelier, je vous propose de commencer tout d'abord par la présentation du projet Alinéa, porté par Madame Aïcha, qui se situe à Lyon. Donc, je vous laisse expliquer un petit peu ce qu'est votre projet, Madame. Ok, bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis travailleuse pair à l'association Alinéa. Donc, mon rôle dans ce travail pair est donc essayer d'immobiliser les personnes accueillies, c'est-à-dire les mobiliser pour faire des réunions CVS, pour mettre en place des réunions comités de pilotage, de les informer aussi sur la loi 2002, de leur lire la charte de l'établissement de l'association Alinéa et essayer aussi de mettre en place avec les personnes accueillies des nouvelles organisations pour les CHRS. Donc, mon rôle, il en est là. Donc, je m'occupe un peu de 5 CHRS dont je fais ce que je vous ai énoncé maintenant dans ces 4 CHRS. Voilà. Peut-être justement, le projet que vous avez mis en place, c'est un projet de transformation d'un centre d'hébergement. Donc, on a trouvé très intéressant. On va essayer d'en suivre un petit peu le déroulé parce que c'est un projet qui a particulièrement impliqué les personnes concernées dans la définition de son évolution. Mais peut-être on peut commencer rapidement par, si c'est possible pour toi, de nous dire un peu comment est-ce que, avant même qu'il y ait ce projet-là, finalement, la dynamique de participation, comment est-ce qu'elle avait émergé sur cet établissement en particulier? Alors, voilà. Alors, c'est vrai que je ne vais pas vous cacher, ça a été très, très compliqué. Donc, au niveau de… Moi, j'ai été hébergé, je le dis en gros vite fait, hébergé par cette association au début, donc l'association CHRS pour dames. Et ça a été très, très compliqué au niveau de la comment on va dire, de la structure. Ça n'allait pas entre nous, donc les hébergés et les travailleurs sociaux. Nous nous sommes vraiment battus pour que tout s'améliore au niveau de l'organisation, au niveau du parler, comment parler à une personne hébergée quand elle est en institution. Ça a été vraiment, vraiment catastrophique à l'époque où j'y étais. Donc, nous nous sommes vraiment battus pour essayer d'améliorer le quotidien dans un CHRS. Donc, voilà, c'était… Oui. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir favoriser justement cette participation? Alors, ce qu'on a mis en place, c'est que moi, j'étais souvent donc j'étais déléguée des résidents, donc tout mon séjour, enfin, tous les années où j'ai passé là-bas. Et j'allais les voir pour leur dire, venez, on va faire une réunion, on va discuter un peu des problèmes qu'il y a, pour les soumettre à la direction, enfin la chef de service. Si vous voulez que ça aboutisse, qu'on ait un bon vécu, enfin qu'on vive bien dans cet établissement, il faut qu'on se fasse des réunions, de comités de pilotage pour arriver à un peu baisser la tension qu'il y avait entre nous et les travailleurs sociaux. Très bien.
Et du coup, votre projet de nouvel habitat participatif, comment vous avez pu être allié justement à ce projet? Parce que là, on voit bien qu'en fait, vous avez impulsé une dynamique de participation pour améliorer un petit peu les conditions de vie. Mais sur la réalisation vraiment du nouvel habitat du CHRS de la Croix-Rousse, comment vous avez pu être comment dire ça, partie prenante de ce projet? Partie prenante, donc moi je me suis, donc j'en ai parlé à la chef des services d'ici, je lui ai dit écoute, ce serait bien que je m'investisse avec eux pour préparer justement le départ. Donc le départ, on a été visité donc avec toutes les dames donc, du CHRS pendant les travaux, donc elles sont super contentes. Et donc où est-ce que je me mobilise en ce moment avec eux? C'est au niveau des affaires qu'ils peuvent emmener parce que c'est pas aussi grand que ce que c'était. Au niveau, on essaye de mettre en place aussi, essayer de mettre en place une nouvelle organisation aussi là-bas, essayer d'un peu changer par rapport à ici, mettre des projets en place, par exemple, mettre on en a discuté, mettre un jardin, enfin, essayer de faire un genre de potager, voilà, donc je me mobilise avec eux, je leur parle du nouveau CHRS qui se met en place. Elles sont contentes de partir, mais le problème, c'est qu'elles veulent tous une chambre seule, et ce n'est pas le cas. Donc, le cas, ça va être, donc il y aura des studios, bien sûr, il y aura des chambres seules, et il y aura aussi encore un monobloc où ils seront encore habités, où ils vont habiter à deux dans la chambre. Et dans les différentes étapes du projet, à quel moment les personnes elles ont été consultées, concertées dans le cadre de cette construction ou de cette transformation-là? Comment est-ce que la démarche de projet un peu elle s'est mise en place? À quel moment, quelles questions ont été posées, qu'on puisse donner un peu une image de ça? Et puis peut-être juste avant de répondre à ça, j'en profite tout de suite parce qu'il y a une intervention qui peut permettre de comprendre historiquement, c'était quoi les difficultés qu'il y avait en fait sur le centre avant que vous entamiez ce projet-là? Un peu concrètement, les difficultés que tu as évoquées au début. Les difficultés, c'était allez, exemple, les éducateurs, enfin les travailleurs sociaux nous faisaient tout à notre place en voulant dire même le repas, quand même, on passe 365 jours là-bas, c'était eux qui décidaient ce qu'on voulait manger. Nous, on était là, on subissait quoi. Aujourd'hui, on va manger de la purée. Nous, c'était pas notre cas. Nous, on voulait prendre je dirais pas le monopole, mais on voulait que ce soit vraiment comme un chez nous. Et nous, on était bloqués par rapport à les éducateurs, mais n'oubliez pas, vous êtes là que de passage. On avait des choses. Par exemple, quand on nous a mis un digicode, c'est nous qui l'avons demandé pour entrer et sortir, comme je vous ai dit à l'époque, parce qu'on était très très mal accueillis quand on ouvrait la porte, quoi. Oh, tu fais chier, enfin voilà, des trucs comme ça. On en avait un ras-le-bol, on a mis le point sur la table et voilà, on a discuté des choses qui n'allaient pas dans la structure. Et donc maintenant, la deuxième partie, au vu notamment de ces difficultés-là, quand il a fallu du coup penser le nouveau fonctionnement, un peu nous dire un peu concrètement comment est-ce qu'il y a eu différentes réunions, comment ça s'est passé cette démarche de concertation avec les personnes pour penser le nouveau fonctionnement. Alors, le nouveau fonctionnement, on nous a très, très bien concerté, on nous a demandé notre avis, on nous a présenté l'architecte qui devait venir, qui est venu, nous a dit, donc on a fait plusieurs réunions justement par rapport à ce nouveau projet. Ça a été établi, qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans ce nouveau CHRS? Par exemple, est-ce que vous voulez, nous, ce qui a été opté et demandé très, très souvent, c'était une pièce pour recevoir des invités, des amis. Donc voilà, ça nous manquait énormément de recevoir du monde. On a été consulté surtout comment vous voulez avoir votre chambre. Est-ce que vous voulez être à deux? Est-ce que vous voulez être une seule? On a bien été concerté au niveau de ce côté-là. On a fait plusieurs réunions, bien sûr. Très bien. Et du coup, si vous auriez un bilan à faire un petit peu
de cette participation, ce que vous en avez retiré, vous, à titre personnel, mais aussi au nom de toutes ces dames qui se sont investies. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce qui fonctionne correctement, sur les difficultés qu'il peut y avoir à co-construire en fait un nouveau type d'habitat? Là, ça bug. Est-ce que Aïcha, tu as pu entendre la question? Ah, ça bug, ça bug. Ok, là on J'ai entendu la question. Non, j'ai entendu la question, mais voilà, j'ai pas pu répondre. Alors, concrètement, cette question est un peu compliquée pour moi parce que ici, on ne peut pas dire vraiment ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Car les gens, les personnes accueillies, il y en a qui partent et il y en a d'autres qui rentrent. Donc, cette question, elle est enfin, elle est compliquée parce que je ne peux pas dire vraiment ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ce qui a fonctionné avec les anciennes, ça a fonctionné. Maintenant, je refonctionne avec ceux qui arrivent. Voilà. De ce côté-là, je ne peux pas vraiment dire vraiment ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Il y a des gens, ils arrivent, il reste 6 mois. Il y a des gens, ils arrivent, il reste 3 mois. D'autres personnes qui arrivent, il reste 1 an. Donc, c'est un peu compliqué. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est qu'il faut s'adapter en permanence aux personnes comme elles sont et que du coup, il y a une méthode qui va marcher avec des femmes, par exemple, d'un certain âge ou dans une certaine situation et que d'autres, il faut s'adapter différemment. Mais concrètement, un peu, qu'est-ce que ça peut être comme type d'adaptation ou des différences d'animation ou de méthodes que tu utilises et concrètement, en quoi elles sont différentes? Ce que tu as fait avec les unes, en quoi c'est différent de ce que tu fais maintenant, par exemple? Ouais. Ben voilà, tu sais, ce que moi, du début, quand je vois une nouvelle dame qui arrive, voilà, je lui dis, écoute, moi, j'ai été hébergée comme toi. Voilà, je suis restée 4 ans dans l'institution. Voilà, on a mis des choses en place. Et moi, j'aimerais bien qu'on les mette aussi en place, certaines choses qu'on mette en place tous ensemble. Donc voilà mon aboutissement en premier, comment je leur dis, pour que eux, personnellement, ils disent, ah bah tiens, elle a vécu ici, donc elle sait ce qu'elle dit, elle sait ce qu'elle veut faire, ce qu'elle va faire avec nous. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point que j'arrive à fonctionner avec eux, c'est d'être vraiment dans leur parler, dans ce qu'ils veulent, eux, dans l'institution. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Voilà. Mais je leur dis, n'ayez crainte, de toute façon, vous êtes chez vous. N'oubliez pas que c'est chez vous ici, malgré que bon, vous allez passer peut-être pas trop beaucoup de temps, vous allez passer du temps, mais je serai là avec vous, je vous soutiendrai jusqu'au bout pour toute demande, pour toute organisation. Eh bien, merci beaucoup, Aïcha. Il y a certaines questions qui sont arrivées dans le chat. On les reprendra un peu en deuxième tour. Mais je pense qu'on a bien noté ces éléments autour de l'adaptation du langage et du positionnement J'espère que vous des personnes. Ça coupe un petit peu, mais j'espère qu'au… merci beaucoup. Je crois que en tout cas, si c'était ça ta question, je pense que ça répondait vraiment à la question qu'on avait de comment sur un projet on peut impliquer les personnes. On va passer sur un autre projet un peu différent, qui est un projet qui est maintenant dans un stade d'élaboration et sur l'océan Indien et notamment sur la Réunion, avec un projet qui est porté par la Croix-Rouge. Et on va passer la parole progressivement à Alain Élyséon et à Tedja Fikat. Bienvenue à vous. Donc là, effectivement, ce n'est pas Émilie qui transmettra les paroles parce que, comme vous le voyez peut-être, ils sont situés au même endroit, au même moment et il va falloir faire passer un petit peu la caméra. Donc, Alain Élyséon qui est délégué au CRPA de l'océan Indien et de la Réunion. Et aussi Tedja. Donc, on va peut-être poser une première question à Alain. Si on peut voir. Bonjour Alain. Donc Alain, vous êtes délégué au CRPA de la Réunion
Et du coup, Oui. vous avez été sollicité par la Croix-Rouge pour penser et concevoir un projet d'habitat dédié aux personnes en situation de grande marginalité. Concrètement, ça a été quoi la place Tout à des fait. ça a été quoi la place des personnes dans ce projet-là? Et pourquoi et comment est-ce qu'on vous a demandé votre avis sur ce projet? En fait, dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, donc, les personnes accompagnées sont de plus en plus appelées à participer aux différentes, différentes choses qu'on met en place pour eux, à tenir leur vie. Et c'est dans ce cadre-là que la Croix-Rouge a fait appel à nous. Donc, nous, on a apporté déjà, on a observé notre regard d'expertise, c'est-à-dire que comment faire en sorte que chacun a ses particularités, ses propres besoins, mais à partir de là, comment construire ce vivre ensemble pour que ce soit le plus proche de la réalité, sachant qu'on ne pourra pas satisfaire tout le monde, mais il faut quelque chose qui soit cohérent et puis en accord avec nous. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire que en l'occurrence, les travailleurs sociaux de la Croix-Rouge ne vont pas faire la place des gens. Ils vont aider les gens à faire en même temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour être de simples consommateurs, mais des consommateurs. C'est-à-dire que, je reviens sur ce que je dis, c'est-à-dire que faire avec, mais pas à la place d'eux. Voilà en quoi la participation du CFPA est très intéressante. C'est-à-dire qu'en fonction des grands marginaux, des grands écartés du progrès ou de la croissance, je dirais, que même si on n'a pas si on a une précarité, donc on a notre voix compte. Notre voix, voilà. Oui. Eh bien, justement, en termes de faire avec, en ce qui vous concerne, vous, comment est-ce que ces différentes séquences-là, vous, Alain, quelle a été votre place dans dans ces différents temps-là de réunion et d'élaboration? Est-ce que vous nous donnez un peu une image un peu de comment ça s'est déroulé ce processus? Un processus où tout le monde est réuni autour d'une table, je dirais. Donc, le projet nous est présenté et chacun apporte son regard, ce dont il a besoin, ce dont il n'a pas envie. Et puis, les travailleurs sociaux de la Croix-Rouge vont tenter de faire une synthèse en essayant justement de satisfaire tout le monde. Et chacun va apporter son regard son regard d'expert, entre guillemets, sachant aussi que des fois, on peut avoir certains bugs parce que les personnes qui ont été dans le besoin ou dans une grande précarité, ce sont eux c'est-à-dire qu'ils arrivent même, ce sont eux qui créent leurs propres freins. Parce que parce qu'ils ont eu peur, ils ont un peu peur de l'inconnu, ils ont un peu peur de ne pas pouvoir être à la hauteur. Mais dans l'ensemble, c'est-à-dire que en faisant un brainstorming auprès de ces gens-là, c'est ça que j'ai aimé, c'est-à-dire que chacun apportait son idée. Et le travailleur social de la Croix-Rouge en tenait compte, mais ne donnait pas non plus, essayer d'impulser tout ça, mais ne répondait pas à notre place. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Pas de souci. Peut-être qu'on peut poser une ou deux questions à Telja Fikat, vous êtes chargé de mission sur ce projet-là notamment. Peut-être nous en redonner un peu les grandes lignes, mais
surtout ce type de démarche-là, quand on est sur des réponses à appel à projet, où il faut parfois répondre assez rapidement, où il faut pouvoir pondre entre guillemets, une solution qui soit viable économiquement, qui s'inscrive dans un cadre d'habitat particulier, avec des contraintes multiples. Voilà, comment est-ce que vous avez perçu, comment est-ce que vous percevez cette démarche qui vise à impliquer les personnes concernées dans cette démarche-là? Est-ce que c'est une contrainte supplémentaire? Voilà, qu'est-ce qui vous a amené aussi à choisir finalement, à avoir pour parti pris de passer par les personnes concernées pour concevoir cette solution-là elle-même? Donc pour redonner un petit peu les grandes lignes du projet, donc c'est un projet qui rentre dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt de la DIAL sur l'accompagnement des personnes en situation de grande marginalité. Donc c'est un projet qui va se dérouler sur 3 ans ici à La Réunion, donc à savoir la création d'une structure d'hébergement avec 20 places pour des personnes en situation de grande marginalité, et c'est une structure qui a vocation à avoir un caractère expérimental. Donc, c'est une structure sur laquelle on souhaite s'inspirer de ce qui se fait en métropole ou ailleurs, et y compris des bonnes pratiques à La Réunion, pour pouvoir faire évoluer un petit peu la façon dont on conçoit les structures d'hébergement ici, et les faire se rapprocher, en tout cas le plus proche possible de la réalité des personnes qu'on accueille. Je vais donner quelques exemples, mais pour que ce soit un petit peu plus terre à terre, mais on souhaite pouvoir accueillir les animaux de compagnie, parce que ce n'est pas encore le cas sur le territoire, ça n'existe pas. On souhaite pouvoir accueillir les personnes avec leur consommation, en tout cas d'alcool et de tabac, parce que ça aussi, ce n'est pas encore possible pour le moment sur le territoire de La Réunion. Et en fait, pour moi, le caractère expérimental, il instituait de fait la participation des personnes. C'est-à-dire que j'ai du mal à concevoir comment on peut faire une structure expérimentale sans prendre en compte la vie des gens qui sont à l'intérieur. Sinon, je pense qu'on va juste reproduire en fait ce qui existe déjà. Donc, c'est un projet qu'on a co-construit avec tout le monde, en fait, avec, je ne vais pas dire tous les partenaires du territoire parce que ce n'est pas possible d'être exhaustif, mais en tout cas, les plus gros acteurs de la lutte contre les exclusions sur le territoire, et les délégués du CRPA, mais aussi des personnes qui sont accompagnées par d'autres structures, notamment Accueil de jour et SAMU sociaux. Et en fait, nous, ça nous permettait, en tant que professionnels, de trancher sur pas mal de questions aussi qu'on se posait. La question de l'aménagement, parce qu'évidemment, comme vous le rappeliez, Adrien, on est quand même soumis à un certain cadre en tant que structure, ne serait-ce que le cadre budgétaire, duquel on ne peut pas s'échapper. Et donc, il y a des choix à faire. Et on partait du principe que ce n'était pas à nous de les faire, puisqu'on n'était pas les premiers concernés. Donc, en termes d'aménagement, de comment on allait organiser les chambres, est-ce qu'on proposait quels espaces devaient être individuels en priorité, si on avait des choix à faire, quels espaces il fallait choisir, par exemple entre une salle de bain et une cuisine, qu'est-ce qu'on préférait partager, qu'est-ce qu'on préférait ne pas partager, sur les horaires, est-ce qu'il faut mettre des horaires, pas en mettre, est-ce que si on accepte que les gens puissent boire de l'alcool dans la structure, comment on l'organise, ou est-ce que ça peut se passer, ou est-ce que ça ne doit pas se passer pour que tout le monde se sente en sécurité. Et c'était intéressant parce que tout le monde n'était pas d'accord, donc on faisait des votes à main levée. Mais voilà, ça nous a aidé à faire évoluer nos représentations en tant que professionnels, à aussi des fois se dégager de certaines appréhensions qui ne sont pas légitimes en fait, et que c'est un peu comme des garde-fous qu'on a en tant que professionnels, et qui en fait, en tout cas en écoutant les personnes qui sont concernées, ne sont pas légitimes, et à trancher certaines décisions que nous ne souhaitions pas trancher en tant que professionnels individuels. Donc, voilà. Eh bien, peut-être on peut peut-être continuer à progresser un peu dans votre projet sur revenir peut-être un petit peu sur les sujets qui justement ont été l'objet d'intenses débats éventuellement, là où il y a eu éventuellement des dissensus. Est-ce que peut-être Alain, pour commencer, sur quel sujet finalement il y a eu des débats particuliers qui vous ont amené parfois à voter, et quelles étaient les perceptions parfois différentes des personnes concernées là-dedans? Je pense que ça peut être intéressant de comprendre un peu ce qui a été le cœur de vos échanges. D'accord. Les sujets qui ont fait objet
de débats un peu particuliers. Ça peut être justement, est-ce qu'on autorise ou pas l'interdiction des produits illicites, stupéfiants. Ouais, donc, certains étaient pour, d'autres disaient que non, c'est-à-dire qu'il fallait absolument en venir à la loi, pas de stupéfiants. Ces personnes-là, justement, étaient des grands consommateurs de stupéfiants par rapport. On est dans une démarche de désintoxication, donc peut-être elles ont eu peur de retomber dans le système. Après, les débats aussi concernant les horaires. Est-ce que c'est de telle heure à telle heure? Est-ce qu'il y aura un digicode? Aussi, comment on va informer les gens? Est-ce qu'il y aura des pictogrammes dans la structure? Parce que sachant aussi qu'à La Réunion, il y a une grande particularité, c'est-à-dire qu'au niveau des lettristes, c'est très, entre guillemets, c'est très développé. Donc, les gens, des fois, ils ne disent pas les messages de la même manière que les autres. C'est surtout ça. Et puis, aussi, le débat aussi au niveau des animaux de compagnie, c'est-à-dire que beaucoup de personnes dans la rue sont avec leurs chiens et rarement avec des coqs ou des poules, mais surtout les chiens. Et donc, est-ce que ces animaux vont être acceptés ou pas? Et parce que sans les animaux, ces personnes-là, elles sont complètement perdues. Et donc, si on n'accepte pas la présence des animaux, elles vont retourner à la rue et elles vont encore plus dépérir. Donc voilà, c'est entre autres, il y a d'autres sujets de discussion, des freins, tout ça, mais bon, dans l'ensemble, c'est-à-dire que dans le respect, ça a permis justement d'aborder tout ça et puis de chacun d'accepter qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Et ça met en place, au fur et à mesure, la construction d'une charte qui satisfait à peu près tout le monde, c'est-à-dire sachant qu'on ne pourra pas satisfaire 100% des gens, mais c'est-à-dire que ça s'approche de plus en plus. Voilà. Peut-être, est-ce que Telja voulait un peu éventuellement compléter sur cette question de la charte qui du coup sera mise en œuvre, et puis peut-être un peu plus largement aussi sur comment vous voyez l'évolution de ce projet-là et comment vous voyez qu'il pourra ou pourrait conserver une dimension participative dans les étapes qui lui restent à poursuivre. Mais oui, alors moi je pense que pour compléter ce que disait Alain, je pense que la question qui a fait le plus débat lors de tous les échanges, c'était l'alcool. Finalement, en fait, quand on a commencé la discussion à ce sujet, je pense qu'il y avait une majorité de personnes qui étaient contre. La plupart étaient contre et c'était vraiment très ferme comme positionnement. C'était non, si on trouve de l'alcool, il faut virer, etc. Donc on a beaucoup discuté jusqu'à faire un vote. Et je crois qu'au moment du vote, on était plus nombreux à être pour que l'inverse. Donc les échanges sont constructifs. Donc, en effet, on a fait une charte en plus du règlement de fonctionnement, même si on a essayé aussi de retravailler tous les outils de la loi de 2002. On a fait des choses très allégées, parce que déjà, nous, en tant que professionnels, je trouve que des fois, on a du mal à les ingurgiter. Donc, je me dis que quand on arrive dans une structure avec le lot de problématiques qu'on peut rencontrer, ce n'est pas des documents qui sont facilement accessibles, donc on les a complètement retravaillés. La particularité, en fait, sur notre projet, donc on a appelé la parenthèse, la structure d'hébergement s'appellera la parenthèse, c'est qu'en fait, on n'a pas la possibilité pour le moment de faire participer les personnes qui vont être amenées à habiter dans cette structure. Parce que les personnes ne sont pas encore identifiées, en fait. Ça passe par une commission SIAO. Donc, on a organisé aussi tout ça pour
en tout cas, se donner les moyens de proposer une structure qui, une fois qu'elle sera ouverte et qu'on aura des gens qui sont positionnés sur la structure, puisqu'on s'inscrit quand même dans un hébergement de moyen terme, les gens peuvent rester jusqu'à 3 ans. Donc, une fois que les gens seront habitants de cette structure, là, ils pourront redéconstruire et reconstruire tout ce qu'on a essayé de mettre en place avant et être dans une création perpétuelle de nouvelles façons de fonctionner. Parce que comme le disait Aïcha tout à l'heure, on ne peut pas Enfin, je pense qu'on ne se maintiendra pas sur une façon de fonctionner, ne serait-ce que parce qu'en fait, les gens ne seront pas les mêmes. Donc, ce qui peut convenir à un groupe ne conviendra pas au prochain et ne conviendra pas à la prochaine personne qui entrera dans les lieux. Donc, le but de tout ça, ce n'est pas de faire des outils figés dans le temps, c'est de faire des outils qui sont dignes et qui sont humains. Et puis après, on les retravaillera tous ensemble avec les personnes qui sont dans la structure. Donc là, les prochaines étapes, c'est qu'on va présenter du coup tous ces outils, donc règlement de fonctionnement. On a fait un contrat d'engagement réciproque, une charte. On va présenter tout ça du coup aux délégués CRPA, parce que c'est vrai qu'au-delà de la participation des personnes, pour moi, la force aussi du CRPA, c'est la structuration et la régularité des échanges qu'on peut avoir. Donc, on va présenter tout ça et on leur demandera certainement, en tout cas s'ils sont d'accord, de venir intervenir dans la structure pour les présenter et organiser du coup différents ateliers pour les remettre à plat et voir si ces outils conviennent à tous. Tout à fait. Eh bien, c'est intéressant. On a vu là aussi un peu quelques questions arriver, peut-être de précision qu'on vous adressera ensuite. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous deux. On voit un peu, on comprend un peu les logiques dans lesquelles vous devez être en ce moment d'élaboration d'un ensemble de fonctionnement. Et juste nous dire un peu, du coup, la structure, le calendrier un peu précis, l'ouverture que vous visez pour quand, l'accueil des premières personnes qui seront orientées, comme on l'a compris, par le SIAO. Donc, on a un projet immobilier en parallèle avec un terrain qui sera dans le sud de l'île de la Réunion. Donc là, sur le projet IMO, on table sur le début d'année 2022, le temps que ça sorte de terre. On est parti sur des éléments modulaires pour des raisons de contraintes climatiques liées à l'île de la Réunion. Et pour l'accueil des personnes, alors le problème, c'est que ça revient un petit peu aux problématiques évoquées Émilie tout à l'heure, c'est que le territoire n'est pas extensible et que trouver du foncier à La Réunion, c'est encore plus compliqué que ce qu'on pense. Donc là, on attend de se positionner sur un foncier. Je pense que d'ici 1 mois et demi, 2 mois maximum, on sera en capacité de commencer à héberger des gens. Et là, on réfléchit à comment on va travailler en amont, du coup, pour aller créer du lien avec les personnes directement dans la rue et essayer de faire émerger un souhait d'être positionné sur une structure d'hébergement comme celle qu'on travaille à ouvrir. Eh bien, merci beaucoup pour cette précision. On va continuer cette fois-ci avec un projet qui s'est déroulé finalement, qui a eu lieu, qui nous donne justement une idée de ce que ça peut donner dans le temps quand l'ensemble des étapes se sont déroulées. Émilie, je te repasse un petit peu la parole éventuellement et puis on va la passer en même temps à Irène Petitot, qui est directrice de l'association Trajet, qui a mené il y a maintenant quelques années ce projet d'habitat défini et réalisé, là cette fois-ci, pour partie par les personnes elles-mêmes. Merci. Alors, Irène, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est né le projet que vous avez pu mener ? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, ce projet s'inscrit dans l'appel à projet des 10 000 logements HLM accompagnés. Donc, on arrive là en 2012-2013. Donc, la ville de Nantes, avec le bailleur social de Nantes Métropole Habitat, en lien donc avec aussi des partenaires de l'urbanisme et des partenaires sociaux, s'est engagé pour donc le projet GLOU, qui signifie intégration globale par le logement et l'emploi. Donc, un premier projet GLOU de 6 logements s'est réalisé
entre 2013 et 2015. Et le deuxième projet dans lequel l'association a été impliquée, donc a débuté, enfin le pré-projet a débuté en 2017 pour se terminer en 2019. Le principe, donc, c'est une construction de logement social. Donc là, il y a évidemment tout le travail qui est fait entre le bailleur social et le service de l'urbanisme et un cabinet d'architectes. Et puis, en parallèle, il y a tout un travail du CCAS de la ville de Nantes en lien vraiment très étroit avec l'association Trajet pour créer les liens des futurs habitants de ces logements et leur participation au chantier, puisque certains lots sont réservés au niveau de notre association. Donc, pour être un peu plus précis, ces futurs habitants sont déjà accompagnés par différents acteurs. Donc, pour exemple, il y a un habitant qui était accompagné au sein de notre CHRS, un autre habitant qui avait été accompagné au sein du CADA et qui ensuite avait été accompagné dans un autre dispositif. Le CCAS de la ville de Nantes aussi avait rencontré des futurs habitants. Et donc, le projet, là, consistait à la construction d'un immeuble pour la réalisation de 7 appartements. Un appartement pour une famille, on était sur un T5, et ensuite, les 6 autres appartements, c'était des T2. Un petit immeuble qui était vraiment bien inscrit aussi dans une vie de quartier. Donc, la construction, le tricotage du partenariat demande beaucoup de temps, nécessite aussi beaucoup de temps d'échange et de rencontres entre les futurs habitants, avec les intervenants sociaux, avec nos ateliers, nous, d'adaptation à la vie active qui pouvaient proposer un contrat aidé à ces futurs habitants. Des liens aussi avec le cabinet d'architectes et de pouvoir construire en fait et des temps d'échange plus techniques entre les futurs habitants qui donc sont salariés de l'association et le projet à réaliser. Donc en lien aussi avec les moniteurs d'atelier, l'implication des moniteurs d'atelier, et puis d'autres temps qui étaient là entre les salariés, les intervenants sociaux et parfois les moniteurs d'atelier. En tout cas, il y avait et des comités de pilotage et des comités de suivi qui ont évolué sur la durée du projet. Donc, ce projet-là, au départ, alors, je parle d'un début en 2017, puisqu'il a fallu rechercher un foncier, il a fallu que le promoteur, que le bailleur, évidemment, dépose un permis de construire, etc. Donc là, c'était sur toute la partie véritablement architecturale et technique. Et puis, fin 2017, il y a eu, à peu près à partir de l'automne 2017, il y a eu la rencontre avec les futurs habitants qui, du coup, devaient s'inscrire aussi dans un projet de longue durée, ce qui n'était pas simple, puisque on ne savait pas exactement à l'automne 2017 à quelle date ils allaient pouvoir devenir locataires, puisque sur des aspects techniques, on manquait de précision. Donc ça, ce n'était pas forcément très simple au départ. Le deuxième aspect aussi, c'était de dire, eh bien, nous, on s'engage à vous proposer un contrat de travail, mais qui est un contrat aidé à temps partiel. Et là, sur cet aspect
professionnel, il y avait cet élément délicat aussi. Est-ce qu'un temps partiel était viable en fonction aussi du projet de la personne? Et puis, le troisième élément aussi, c'était de se dire, eh bien, est-ce que je vais avoir cette capacité à pouvoir poser du placo, faire de la peinture, alors que je n'ai pas les compétences initiales. Donc, tout ce projet, comme je le disais tout à l'heure, nécessite la construction d'articulations et là, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec les deux autres projets, c'est la création des liens, la connexion des liens, la création aussi des échanges pour en arriver dans le fait de pouvoir faire connaissance, à pouvoir s'impliquer dans ce projet et de pouvoir avoir ces interactions et ces échanges dans une posture de respect, d'écoute et pour pouvoir alimenter le débat qui nous lie en fait. Et dans un projet aussi qui est d'envergure. Donc ça, c'était un sacré pari qui, au final, a véritablement abouti. Alors, je vous passe certains problèmes techniques qui ont retardé le début des travaux. Je vous passe aussi l'appréhension de futurs habitants, de se dire mais est-ce que véritablement je serai locataire? Est-ce que vous ne me racontez pas des histoires? Ouais, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, Alain. Bouba. Ouais. Donc voilà, c'est plein de questionnements et dans le même temps, alors aussi avec des cultures très différentes. Les intervenants sociaux qui ont une approche qui donc est, mais vous serez en tant que futur locataire tenu à pouvoir entretenir votre logement, etc., par exemple. Et puis des futurs habitants qui disent, mais moi, aujourd'hui, ce qui me concerne, c'est de pouvoir bien réussir mon contrat de travail. Et puis, un architecte qui va prendre du temps aussi pour expliquer pourquoi on fait tel et tel type de travaux, ou bien comment est-ce qu'on va pouvoir aménager le petit jardin dans lequel, dont vous pourrez disposer après. Donc, on voit bien, comme dans tous les projets, la variation des questions qui se posent et c'est un véritable enrichissement pour tout le monde. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 7 personnes qui ont commencé le contrat, elles sont arrivées au bout du projet et elles ont il y a eu une remise des clés qui a été réalisée en juin 2019. Dans un premier temps, elles étaient donc en tant que sous-locataires et les baux ont pu glisser au bout de quelques mois pour que ces personnes puissent devenir locataires. Alors, tout à l'heure, je disais à Adrien que je n'avais pas de nouvelles des 2 personnes que nous connaissions. Et en fait, j'ai eu un petit mot qui est arrivé sur mon bureau tout à l'heure. Et il y a en tout cas un habitant qui, alors lui, avait des compétences techniques en peinture. Et ce monsieur est non seulement locataire, mais est aujourd'hui en contrat à durée indéterminée sur un poste de peintre en bâtiment. Alors, c'est vrai que on recherche beaucoup actuellement de salariés dans le secteur du bâtiment. Mais en tout cas, voilà, j'ai pu avoir cette information qui est arrivée sur mon bureau tout à l'heure. Donc ça, c'est véritablement une bonne nouvelle. On va faire une petite question de précision éventuellement au passage. Oui. Parce que là, justement, vous nous donnez l'exemple d'une personne qui soit a été qualifiée, soit s'est qualifiée grâce à ce projet-là. Mais est-ce qu'à l'entrée,
il y avait une conditionnalité sur les compétences des personnes pour pouvoir participer à ce projet qui passe quand même, on l'a compris, par une forme d'autoréalisation d'une partie importante du second œuvre sur les logements, sur certains des logements. Voilà, à l'entrée, comment est-ce que ces personnes, elles ont été, entre guillemets, sélectionnées pour participer à ce projet-là? Alors, il n'y a eu aucun prérequis sur la partie des connaissances techniques. Sur cette dimension-là, c'est uniquement sur… on prend en compte l'envie de pouvoir accéder donc, à un développement de ces compétences techniques. Donc ça a été véritablement posé dès le départ. L'autre aspect qui a été étudié par rapport au positionnement des personnes, hein, donc là, c'est vraiment le CCAS qui a piloté ce positionnement-là avec bien évidemment quelquefois des interactions sur des attendus. Ce à quoi on était vraiment attentif, c'était la question quand même des ressources. Par exemple, on a repéré, je pense à la situation d'un jeune de moins de 26 ans qui était intéressé pour accéder à une formation qualifiante, mais qui devait passer par des phases intermédiaires, notamment sur l'apprentissage du français, sur la découverte du monde du travail en France. Et en fait, on a vraiment axé sur cette dimension-là pour qu'ils puissent développer ses compétences et prendre confiance de manière à pouvoir accéder à une formation qualifiante. Et tout ça pour préserver des ressources, puisque pour pouvoir assumer donc son statut de futur locataire, il fallait qu'il soit en mesure d'avoir les ressources pour pouvoir assumer sa vie quotidienne. Et c'est vrai que les choses se sont véritablement mises en place d'une manière très positive sur cet axe-là. Et il y a un autre point aussi qui avait été travaillé, puisqu'il y a un monsieur qui était dans l'attente d'un regroupement familial. Et l'accès, alors on ne savait pas dans quel délai, et l'accès à un statut de locataire dans un T2 n'allait pas répondre ensuite à la configuration de sa famille à partir de l'arrivée de la famille. Et donc là, il y avait un engagement du bailleur social à pouvoir travailler sur le relogement de cette personne à partir du moment où la famille arriverait. Merci. Et du coup, comment dirais-je, les personnes, comme on a pu l'entendre, ont été, depuis la création de ce projet, mis à contribution de façon consultative, mais aussi pour déterminer un petit peu leurs besoins, leurs envies, les possibilités. Elles ont pu aussi, donc si on comprend bien, participer aussi aux différents travaux, à l'aménagement de l'espace vert. Aujourd'hui, donc, on est à 2 ans après le projet. Comment on continue où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a toujours ce vivre ensemble? Est-ce que le bâtiment est toujours entretenu de façon participative? Est-ce qu'il y a toujours cette concertation donc, avec le bailleur social? Comment on continue de vivre en fait, cette participation dans ce projet? Alors, sur cette partie-là, je manque d'éléments précis. En revanche, ce qui est… alors, voilà, en tout cas, à fin 2019 et début 2020, tous les habitants qui étaient entrés en mi-2019 étaient toujours présents début 2020. Depuis, je n'ai pas d'informations. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ces liens entre habitants, voisins
et anciens collègues donc étaient enfin, voilà, tout à fait positif tout au long de l'évolution du projet. Moi, quand j'ai revu le groupe à l'automne 2019, on a célébré, en fait, on a posé une plaque portant le nom de l'immeuble hein, qui s'appelle le Clos de Metz. Donc, à ce moment-là, c'était voilà, dans la continuité de tout ce qui avait été vécu pendant les 18 mois précédents. Mais c'est vrai qu'à la date d'aujourd'hui, je manque d'éléments pour pouvoir vous répondre. Alors, juste ce que je voulais proposer, après on verra la faisabilité, mais donc il y a une petite vidéo qui a été réalisée sur ce projet-là et je vais faire en sorte de l'envoyer à Adrien. Alors, c'est peut-être et Adrien et Émilie, hein, on verra par quelle commodité, de manière à ce que les participants éventuellement puissent y avoir accès. La vidéo, elle sera accessible depuis le replay, en fait, depuis de la séquence qu'on a aujourd'hui, donc dans la présentation de la vidéo, où vous trouverez un lien direct vers l'accès à cette ressource-là. Est-ce que Irène, c'est bon pour vous pour, a priori, nous avoir donné un peu les grandes lignes du projet? On aurait peut-être quelques questions autour de ce projet. Il y a une question un peu d'emblée qui est un peu à la suite, mais est-ce que ce type de projet, c'est quelque chose que vous souhaiteriez pouvoir renouveler? Est-ce qu'il y a une évaluation de ce projet-là qui est prévue dans le temps aussi? Voilà, Oui. comment est-ce que ce projet, il a quelque part une évaluation et une poursuite a priori? Alors, ce projet a une évaluation et donc il y a effectivement un projet, enfin il y a Igloo 3 et Igloo 4 qui se dessinent. Hein. Donc il y a la poursuite avec bien évidemment du retard pour les raisons qu'on connaît tous. On a rencontré aussi, donc pendant la réalisation de ce projet, il y a eu une visite donc, et une rencontre hein, avec les futurs locataires donc tout début 2019. Il y a eu une visite aussi de Rennes Métropole qui est intéressée par ce projet, donc je pense qu'il va y avoir un essaimage. À cette occasion d'ailleurs, on a visité le premier projet, le premier igloo qui vit très bien avec des nouveaux habitants. Et c'est vrai que l'arrivée des nouveaux habitants, moi je voulais rejoindre les propos d'Aïcha tout à l'heure, lorsque des personnes impliquées continuent leur projet de vie et que des nouveaux arrivants arrivent, que des nouveaux arrivants intègrent le CHRS dont parlait Aïcha ou bien là Igloo, en fait, eh bien, ça fait évoluer le projet avec des niveaux d'implication qui sont différents parce qu'il n'y a pas ce même attachement des uns et des autres. Et du coup, c'est des croisements de regards qui peuvent véritablement aussi donc être un enrichissement. Et donc là, oui, il y a d'autres projets, Igloo 3, Igloo 4, comme je le disais, qui nous intéressent tout particulièrement. Alors, on voudrait faire évoluer un petit peu les choses. Alors, pour réaliser ces projets-là, ça demande du temps, notamment pour des raisons de foncier. Hein. On est sur les mêmes, on a un sol, un territoire un peu plus souple que l'île de la Réunion. En revanche, donc sur une métropole, c'est pas si simple. Et puis le deuxième aspect, pour reprendre là vraiment les remarques des futurs habitants qui étaient en contrat aidé. En fait, nous, on vient d'obtenir, alors on gère par ailleurs aussi des structures d'insertion par l'activité économique. Et on vient tout juste d'obtenir un agrément
sur une partie, sur une activité bâtiment et notamment en éco-construction. Ce qui prévaudra sur le statut des futurs locataires d'Igloo 3, Igloo 4 et les autres, c'est de pouvoir proposer aux salariés d'intégrer le statut en contrat à durée déterminée d'insertion, puisqu'il y aura un nombre d'heures d'au moins 26 heures hebdo. Et donc, sur un aspect de la rémunération, ce sera aussi beaucoup plus intéressant. Et puis, le deuxième axe aussi, c'est qu'on dispense donc, nous, des formations qualifiantes dans le cadre d'un certificat de qualification professionnelle. Et donc, ça, c'est un second axe qui nous intéresse dans la mesure où on pourra aussi proposer cette qualification aux personnes qui pourront être ciblées pour les futurs projets Igloo. Eh bien, merci beaucoup. On va arriver petit à petit vers la dernière partie de l'atelier d'aujourd'hui. J'invite celles et ceux toujours qui souhaiteraient éventuellement là, cette fois-ci, nous faire part un peu de leur regard sur ce type de démarche-là ou éventuellement nous parler rapidement d'une expérience qu'ils ont pu mener ou à laquelle ils ont pu contribuer, de lever la main à travers la petite main jaune s'ils le souhaitent. En attendant, on va reprendre certaines questions qui sont arrivées un peu sur le fil, mais il y a une question, je pense, qui peut être valable à la fois pour le projet de la Croix-Rouge, mais surtout pour le projet que Aïcha, vous avez pu mener avec les personnes hébergées au sein d'Alinea. C'est une question particulière sur la question de la présence des équipes salariées en continu au sein du centre d'hébergement. Là, ça demande, je pense, un peu de revenir un peu sur le détail de comment cette présence elle est vécue par les personnes. Est-ce que ce besoin, dans votre cas de figure particulier, ce besoin de présence 24/24, il a été évoqué? Et est-ce que des fois, ça ne constitue pas aussi un frein éventuel pour se sentir, on va dire, pleinement imprégné des lieux et pleinement participant quand il y a une présence 24/24, si c'est le cas? Est-ce que, Aïcha, éventuellement, tu serais OK pour répondre à un premier niveau de réponse, puis on passera peut-être un peu la parole à peut-être Alain, par exemple, ou à Telja pour nous dire si cette question de la présence d'une équipe salariée H24, elle fait partie des enjeux que vous évoquez avec les personnes concernées. Alors nous, c'est vrai qu'on leur dit personnellement, enfin, quand on parle avec eux, on leur dit, écoutez, ici, c'est chez vous, malgré qu'on est là 24/24, mais c'est vous qui vivez ici, enfin, vous êtes dans cette institution. Donc, ce que vous devez faire ou ce que vous avez envie de faire, vous le faites. Vous n'aurez pas d'interdiction. Donc, nous, on est là parce qu'on doit vous accompagner sur votre sortie, tout ce qu'il y a à faire au niveau de leur insertion, mais on leur dit souvent c'est chez vous. Et pourquoi on leur dit ça? C'est pour qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent impliqués aussi pour un petit peu avancer dans le quotidien de la structure. Alors, de te relancer un petit peu, je pense que la question elle était aussi posée dans le sens de est-ce que cette question de la présence 24/24 de personnel salarié, elle a fait partie des échanges que vous avez eus sur la reconfiguration que vous avez travaillé. Est-ce que ça fait partie des choses sur lesquelles les personnes qu'elles ont évoquées dans un sens ou dans un autre pendant vos échanges? Nous, oui, de toute façon, cette question, elle a été élaborée, enfin, discutée à plusieurs reprises avec les travailleurs sociaux. C'est vrai qu'il y en a qui ont été un peu, dirais-je, pas très contents des organisations qu'on a pu mettre ensemble. Ça, moi, je peux le comprendre. Mais on leur dit, si on met des organisations, c'est parce qu'on vit là. On vit là et on a besoin d'être soutenu aussi par vous pour notre prochaine sortie. Donc là aussi, on essaye de les aider. Si vous voulez, c'est ce qu'on dit avec les travailleurs sociaux. On les aide aussi à se prendre en charge.
parce que vous savez qu'il y a des personnes qui arrivent, bon, bah, ils sont un peu perdus, voilà tout. Mais on leur dit, vous êtes chez vous ici, 24-24, bien sûr, 365 jours, 365 jours, mais n'oubliez pas que vous êtes aussi ici aussi pour vous trouver une sortie pour que vous ayez un appartement. Voilà. Je me suis peut-être mal exprimé, mais… Peut-être sur cette question de la présence la nuit, par exemple, de veilleurs, etc. Est-ce que ça faisait partie des sujets qui ont été évoqués par les personnes? Oui, oui. Alors le problème, oui, voilà, il a été évoqué à une époque, les veilleurs montaient, faisaient leur tour et tout ce qui s'ensuit. Les dames étaient très paniquées. Ils ne voulaient pas justement qu'un homme, parce que c'était, bah oui, jusqu'à présent, c'est des hommes, donc ils montaient dans les chambres pour voir si tout le monde était là et tout. Ça a été un gros souci, donc moi-même, j'en étais encore là-bas. Donc, on a fait une réunion en leur disant est-ce que c'est possible, avec les travailleurs sociaux bien sûr, que les veilleurs de nuit ne montent pas, ne rentrent pas dans les chambres comme ça, on est gêné, l'intimité et tout. Les éducateurs l'ont très bien pris, les travailleurs sociaux, les veilleurs de nuit l'ont très bien pris aussi. Donc, ce qui a été mis en place à une époque, à mon époque à moi, c'est que s'il y avait un souci dans une chambre ou quoi, ils faisaient appel à la déléguée donc des résidentes pour monter avec lui, pour faire le tour s'il y avait un problème. Donc, plus les dames, elles étaient plus en sécurité quand ils voyaient quelqu'un de la maison et non pas un homme. Merci beaucoup de nous permettre de comprendre un peu de l'intérieur ce que ces questions elles peuvent vouloir dire. Est-ce que de votre côté, du côté de la Réunion, je ne me souviens plus tout à fait du nom de la commune sur laquelle, ou des communes sur lesquelles vous réfléchissez si elles sont déjà définies, mais sur cette question de la présence de personnel salarié, est-ce que ça fait partie aussi des échanges ou que vous avez déjà eu ou que vous prévoyez d'avoir? De toute façon, on fait des réunions, il y a toujours des travailleurs sociaux avec nous. Hein. La question est, là, cette fois-ci, maintenant qu'on a compris un petit peu comment vous avez choisi de traiter ces questions-là à Alinéa, du coup, je réadressais la question à la Croix-Rouge La Réunion pour voir eux aussi de leur côté comment ce sujet avait un peu infusé de leur côté. Ce n'est pas quelque chose encore qu'on a discuté lors des réunions qu'on évoquait précédemment. Par contre, c'est une question qu'on s'est posée en interne, bien sûr. Donc, nous, on n'est pas sûr, en tout cas, à l'instant où je vous parle, on ne serait pas sur une présence 24-24. Il y a quelques heures du week-end, nous, on n'a pas de présence salariée. Mais bon, globalement, on a quand même une présence salariée la plupart du temps sur la structure. C'est un choix de l'organisation pour des raisons de sécurité au démarrage, puisque la structure n'existe pas pour l'instant. Donc, on crée tout et on attend de voir aussi la dynamique que ça prend une fois que c'est ouvert. D'en discuter aussi avec les gens qui sont sur la structure. Est-ce que ça rassure? Est-ce que ça ne rassure pas? Est-ce que ça met mal à l'aise? Voilà, il faut qu'on en discute ensemble. En tout cas, c'est quelque chose qu'on est prêt à changer. On n'est pas sur un positionnement de structure. Nous souhaitons avoir une présence salariée 24 heures sur 24. Mais on attend que ça ouvre, de voir comment ça se passe. Complètement. Voilà, c'est les seuls éléments que je peux apporter à l'heure d'aujourd'hui, puisqu'on n'a pas encore traité de cette question avec les personnes qui seront hébergées. D'accord, merci beaucoup. Je vois que, Aïcha, tu as l'air de vouloir aussi compléter ce propos. Je t'en prie. Oui, donc il y a aussi, là, c'était à mon époque, là, pour la nouvelle, le nouvel aménagement donc, qui va se faire donc, à la Croix-Rousse, il n'y aura plus de veilleurs, il y aura des caméras. Donc, le soir, bon, les premiers temps, je pense, ils déménagent, ils vont déménager en septembre. Et là, il y aura encore quelques veilleurs, mais par la suite, il y aura des caméras donc, qui seront placées donc, dans la structure. Et donc, ces caméras, donc, ce sera visualisé par, on appelle l'astreinte, et c'est l'astreinte qui viendra. Voilà. Le nouveau fonctionnement, il y aura des caméras. Merci beaucoup de nous avoir expliqué un peu comment ce sujet-là a progressé chez vous. Je vois qu'il y a une demande de prise de parole. Du coup, on va permettre à Carla éventuellement de faire une intervention sur ce sujet-là, puis après on prendra aussi les autres
commentaires et questions qui ont été posées. Donc, normalement, si tout va bien, vous avez la possibilité de vous exprimer par le micro, Carla. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, vous nous aviez demandé un petit peu si on avait une expérience à partager. Alors moi, je travaille sur Grenoble en lit d'accueil médicalisé. C'est une structure qui accueille des personnes en situation de grande marginalité également. Mais la petite particularité, c'est que les personnes ont également des pathologies assez lourdes, avancées ou peuvent être en fin de vie. Donc c'est vrai que je me retrouve déjà beaucoup dans le discours de Alain à La Réunion, parce que nous aussi, donc on essaie vraiment de lancer donc, cette participation, que les gens puissent se sentir chez eux, nous donner un petit peu leurs envies, mais c'est vraiment assez compliqué aussi. Notamment sur des sujets comme la prise d'alcool dans la structure, je me reconnais totalement. Sur les animaux de compagnie, c'est les mêmes problématiques également. Et c'est vrai que les avis des personnes accueillies sont tous divergents. Et comme disait Irène, à chaque nouvelle entrée, la dynamique change totalement. Donc c'est vrai qu'il faut beaucoup faire la part des choses. Nous, la complexité chez nous, je pense, c'est pour ça que je vous posais la question, Aïcha, c'est qu'on est une équipe pluridisciplinaire. Donc, moi, je suis infirmière, on est 6. Il y a une psychologue, un médecin, une éducatrice, des travailleurs pairs. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de monde dans la structure et beaucoup de passages dans les chambres. Notamment, nous, en tant qu'infirmiers, nous sommes obligés de venir dans les chambres 3 fois par jour pour des soins, pour des prises de constante. Et c'est vrai que je me demandais vraiment si ça ne serait pas un frein, justement, au fait de se sentir chez soi, que d'avoir des visites régulières toute la journée, que d'avoir des intervenants qu'on croise et qu'on recroise dans les couloirs toutes les heures. Voilà, moi, je pense que la grande complexité chez nous, elle réside vraiment ici. Eh bien, merci beaucoup, Carla. Est-ce qu'éventuellement, tant que vous êtes là, qu'est-ce qu'en disent les personnes, du coup, dans l'établissement dans lequel vous intervenez? Qu'est-ce qu'elles en disent de cet aspect-là et comment est-ce que vous voyez que de leur côté, cette question de la présence 24/24, elle se questionne? Oui, alors oui, elle se questionne également. Alors la complexité, encore une fois, c'est que donc on a des personnes donc qui viennent vraiment de la rue, d'autres personnes qui ont immigré, donc qui avaient un appartement dans leur pays, qui arrivent ici dans un nouvel appartement. Donc déjà la façon de voir les choses est assez différente. On voit vraiment qu'il y a une divergence d'opinion aussi là-dessus. Notamment, on a des personnes comment dire, qui s'investissent plus dans leurs soins. Il y a des personnes, on va dire, pour qui vraiment la situation d'urgence pour eux, c'est le côté social et d'autres, c'est le côté médical. Donc, ces personnes ne pensent pas de la même façon. Certaines sont très heureuses et redemandent des passages et des passages infirmiers toute la journée parce que ça les rassure vraiment, en fait, d'être pris en charge. Et au contraire, pour certains, on sent vraiment que ça les bloque, qu'on les dérange, en fait, dans leur vie privée, dans leur intimité. Donc, c'est sûr qu'on essaie de leur en parler individuellement. C'est vrai qu'on fait beaucoup les choses individuellement chez nous, afin d'avoir l'avis de chacun. Mais malheureusement, on a aussi la barrière de la langue, bien entendu. On reçoit des personnes du monde entier et c'est pas toujours facile pour eux de s'exprimer en français. Donc, on fait venir des interprètes pour qu'ils nous en disent un peu ce qu'ils en veulent. Mais parfois, c'est aussi difficile juste de se mettre dans cette position, de dire ce qu'on veut, de dire ce que l'on souhaite. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de peur, aussi de vexer. On voit bien que pour certaines personnes, c'est faites comme vous voulez, vous faites comme ça vous plaît, moi je suis à votre disposition. Donc, c'est vrai que beaucoup de personnes, je pense, n'osent pas vraiment dire ce qu'elles ressentent. Donc, on essaie de tout mettre en œuvre pour recueillir la parole. Donc, voilà, on essaye. On essaye vraiment, mais on voit que de toute façon, chaque personne est différente. On fait du cas par cas. Et aussi, concernant, je vous entendais parler de la charte, Alain. Excusez-moi, j'ai perdu votre nom, mademoiselle, avec Alain, excusez-moi. Votre duo parlait de cette charte que vous essayez de mettre en place. On a essayé de faire un petit peu la même chose, car nous n'avons que des chambres doubles, malheureusement, ce qui est assez compliqué de par les soins et puis par rapport à l'intimité. Nous, on a essayé de créer une charte par chambre. À chaque fois que 2 personnes se retrouvent ensemble, on leur demande de monter leur propre règlement à 2 pour leur chambre, vraiment pour qu'elles s'entendent là-dessus. Et puis, dès qu'une personne part et qu'une autre revient, la charte change. C'est intéressant ce dernier aspect-là que vous évoquiez. Je pense que ça rejoint aussi des sujets en rapport avec ce qui était évoqué par Aïcha qui, je vois, souhaite réagir directement. Je t'en prie.
Oui, moi j'aurais juste une question. La charte, par exemple, nous, la charte, elle est très compliquée à lire de l'association. Donc, moi, j'ai fait une charte avec des pictagones, on dit. Voilà. J'ai un peu simplifié la charte pour que je me suis mise à leur place et j'ai simplifié un peu cette charte, on va dire, à mieux lire et à comprendre. Moi, ma question a été pour Carla, je crois. La charte, qu'est-ce qu'elle constitue, elle va constituer dans chaque chambre? Alors, la charte, c'est vraiment, on va dire, j'appelle ça une charte, mais c'est comment vivre ensemble, finalement. C'est ce dont chacun a besoin pour être à l'aise dans sa chambre, finalement. C'est vrai que nous aussi, on a des problématiques de toxicomanie ou autre, par exemple. Bon, nous, la structure a préféré interdire la prise de drogue ou d'alcool à l'intérieur des lieux, mais bon, ça arrive toujours, par exemple. Donc, par exemple, une personne peut dire à son voisin, écoute, moi, vraiment, je ne veux pas de cigarettes, d'alcool, de drogue dans la chambre. Je ne veux pas de musique. J'aimerais qu'on discute. C'est vrai qu'on a des séparations. Est-ce que les personnes veulent garder un rideau fermé ou non? Parce qu'il y en a qui adorent vivre ensemble, d'autres qui ne veulent avoir aucun contact avec leurs voisins. Vraiment, ça peut passer partout. On laisse vraiment libre choix. En fait, on va voir les personnes et on leur demande, on aimerait leur demander, en fait, clairement, que voulez-vous faire? De quoi avez-vous besoin? Que voulez-vous dire aux voisins pour aussi aider à discuter? En plus, on a des personnes qui se retrouvent dans la même chambre, mais qui ne parlent pas la même langue ou qui n'ont pas le même âge, pas la même culture. Donc, c'est vraiment aussi pour aider au débat. Ok, très bien. Merci. Bien, merci beaucoup. On va arriver vers les 5 dernières minutes de cet atelier, donc voilà, c'est peut-être la fin. On peut peut-être vous repasser chacun la parole très rapidement. On a un peu parlé justement de comment est-ce qu'on arrive à évoquer un peu les sujets qui fâchent, entre guillemets, comment est-ce qu'on arrive à libérer la parole. Et est-ce que vous, chacun, au niveau de votre expérience, vous voudriez nous dire quelque chose d'un ou deux éléments qui vous semblent, vous, être faciliter le fait qu'on arrive à permettre une qualité d'expression qui fasse qu'on arrive bien à évoquer les sujets clés et importants. Voilà, donc on peut peut-être commencer ce petit tour par Irène, par exemple. Qu'est-ce qui, au vu de votre démarche, justement, quand vous avez élaboré ce projet-là dès le début avec les personnes concernées en vous inspirant, et il est vrai, d'un projet existant, est-ce que vous voudriez nous redonner un ou deux éléments de recettes pour quand même faire en sorte que le projet prenne bien en compte les besoins et les aspirations des personnes? Alors, la particularité, hein, ça résonne par rapport à ce qui vient d'être dit. La particularité de ce projet, c'est que l'intimité est assurée. Donc d'être dans son appartement, donc c'est la garantie de son intimité. Et donc là, c'est vraiment cette spécificité par rapport aux autres projets. Dans le même temps, il y a aussi la rassurance de connaître son voisin et de se dire, eh bien, s'il m'arrive quoi que ce soit, je pourrais aller frapper à la porte parce que je sais qui habite là, même s'il y a évidemment des liens privilégiés qui se nouent, qui se créent. Mais du coup, c'est cette possibilité. Je suis dans mon espace personnel, dans mon espace intérieur. Et malgré tout, j'ai cette possibilité d'être voilà, soutenue, de pouvoir échanger, etc. Et puis, le troisième élément aussi, et j'ai vu qu'il y avait une réflexion autour de ça, mais il y a eu aussi, pendant toute la durée du chantier, des liens avec les voisins qui se sont déroulés, j'ai oublié d'en parler effectivement, et du coup ces liens de voisinage ont permis aussi d'élargir d'élargir l'environnement des uns ou des autres et de pouvoir aller vers de faire de nouvelles connaissances. Bien, merci beaucoup. On note bien ces différentes conditions-là. Est-ce que Aïcha, Ouais. tu voudrais compliquer par un ou deux éléments qui t'apparaissent être vraiment les clés d'une démarche qui Ouais. permet vraiment de prendre en compte Alors, les personnes? Ouais. voilà.
pour moi, donc la participation aussi, c'est de faire participer les personnes à la vie et de les libérer de son potentiel, leur donner le plus de possibilités d'action et de pouvoir de décision à des personnes accompagnées, de leur donner l'opportunité de mieux vivre leur vie. Il y a ça. Et deuxièmement, le plus important pour moi aussi dans cette mission, c'est de leur faire confiance. La confiance est très importante au niveau d'un CHRS, au niveau d'un foyer, au niveau de tout. Si on ne leur donne pas notre confiance, on n'a pas la leur. Et ça, c'est très important, la confiance au niveau de la participation, au sein d'un CHRS. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Aïcha. Est-ce que de votre côté, Alain et Telja, vous devriez nous dire peut-être chacun un élément qui vous semble important au vu de votre expérience, puis au vu de ce dans quoi vous vous engagez en ce moment, qui vous paraît être une condition clé de réussite de cette démarche? En fait, pour l'accueil des jeunes, il faut que ce soit inconditionnel. On ne doit pas stigmatiser que la participation n'est pas quelque chose non plus d'obligatoire. Il faut d'abord se centrer sur le positif et autant si on peut respecter aussi le silence de la personne. Si la personne ne peut pas parler ou n'a rien à dire pour le moment, ne pas la forcer à parler. Et puis ne pas se comporter, c'est un petit peu trivial, mais ne pas se comporter en bisounours. C'est-à-dire qu'on n'est pas de donneur de leçons, on n'est pas de personnes providentielles, mais bon, comme a dit Aïcha, c'est-à-dire que surtout donner confiance aux gens, c'est de leur faire confiance. Voilà un petit peu comment j'éclaircis les choses. Et si je peux compléter, en tout cas, alors, je ne sais pas si je peux donner des clés parce que nous, on est encore au début de la démarche. Donc, on verra ça par la suite pour voir si ça a fonctionné. Mais en tout cas, les éléments sur lesquels moi, je vais être attentive, c'est que je vais reprendre ce que dit Aïcha, mais c'est ce que j'avais en tête, c'est faire attention à ce que les gens aient vraiment un pouvoir de décision et pas juste un pouvoir de parole. Ouais. On n'organise pas tout ça pour juste écouter les gens. Le but, c'est que ce soit eux qui décident pour eux-mêmes. Donc, voilà, veiller à rester aligné avec ça tout au long du projet parce que c'est vrai que voilà, je parle uniquement pour nous, mais on est toujours très motivé au début d'un projet à faire de la participation, à co-construire, à mettre en place plein de choses. Et puis après, dans le quotidien, on a vite fait aussi d'être happé par le quotidien et de retomber dans des fonctionnements qu'on connaît où on s'écoute moins les uns les autres. Donc, bien faire attention à ce que tout ça soit ancré dans le projet sur toute la durée de vie du projet et que les gens aient un réel pouvoir de participation et de décision. Et je crois que du coup, si les gens visualisent qu'ils ont le pouvoir de changer les choses, ça donne envie de participer. Et ça fait que ça marche. Sinon, je pense que ça ne marche pas. On peut avoir aussi à ce jeu-là. Merci beaucoup encore à vous deux. Et peut-être pour le mot de la fin, avant qu'on se dise au revoir, Émilie, qui est à La Réunion, est-ce que éventuellement tu voudrais nous dire un petit peu ce que tu retires de ces échanges-là, notamment peut-être vis-à-vis du rôle d'une instance comme le CRPA sur ces sujets et, voilà. Alors, voilà. Les instances comme le CRPA, moi je travaille depuis quelques mois donc avec les délégués qui sont des personnes qui sont très très impliquées dans tout ce qu'elles font. Donc quand on a eu l'occasion de participer et qu'on a été contacté par Telja sur le projet de la parenthèse, on voit tout de suite à quel point comment dire ça, leur vécu, ce qu'elles ont pu connaître auparavant, apporte vraiment une plus-value. Et ce n'est pas parce que ce sont des personnes qui ont été accueillies, accompagnées en structure ou qui ont eu un parcours de vie un peu compliqué
Ce ne sont pas des personnes, c'est pas pour ça que ce sont des personnes inintéressantes et qui ne connaissent rien. Au contraire, on voit que ce sont des personnes impliquées, ce sont des personnes qui se documentent, qui se renseignent sur un projet, qui n'arrivent pas là un petit peu, bon, ben, on m'a invité donc je viens. On le voit avec Alain, de toute façon, hein, voilà, ce sont des personnes qui arrivent toujours, enfin, du moins avec celles avec qui je travaille, toujours très, très impliquées, très au courant, très au fait, qui font des recherches, voilà. La participation, c'est ça aussi, c'est savoir mobiliser les gens, les intéresser autour d'un projet. Et en fait, ça ne devient pas une contrainte, au contraire. Elles sont vraiment partie prenante des projets qu'on leur propose. Et à partir du moment où, comme le disaient Telja et Aïcha, où elles ont un réel pouvoir de décision, de toute façon, elles ne seront que d'autant plus confortées dans leur place de participants. Et c'est vraiment très riche, très enrichissant. J'ai pu assister à la première réunion de la parenthèse. Et c'est vrai qu'on avait un public vraiment très différent de toute l'île, des délégués CRPA, mais aussi des personnes grands marginaux, 10 ans de rue, etc. Et de confronter des points de vue comme ça et de voir à quel point c'est important pour eux d'apporter leur pierre à l'édifice, on se rend compte de la richesse de la participation. Merci beaucoup, Émilie. Je crois que ça fera tout à fait office de mot de la fin, à moins que voilà, d'autres personnes, par exemple Alain ou d'autres, vous souhaitiez dire un dernier mot avant qu'on se quitte. Moi, je dis que c'est bien parce qu'on a appris pas mal de choses sur d'autres... donc, avec d'autres intervenants, ça nous fait réfléchir à certaines choses qu'on vient d'entendre, quoi. Et peut-être qu'on pourrait aussi peut-être avancer un peu plus avec ce que moi, personnellement, j'ai entendu. Donc, je suis très contente d'avoir participé. C'est vrai que ces échanges sont très... Moi, j'ai une question, Adrien. Vas-y. Allez-y, pardon. Je disais que ces échanges étaient très enrichissants parce que c'est vrai qu'on voit que suivant les régions et suivant les projets, les choses ont été amenées un petit peu différemment. Et je pense que même pour ici, sur le retour que nous a fait Irène sur le projet, ou bien toi, Aïcha, ça va peut-être nous donner quelques clés, quelques pistes pour encore améliorer notre façon de procéder dans la participation et puis même à monter le projet en lui-même. C'est idem pour moi. Il ne reste plus qu'à se dire au revoir et à bientôt. Au revoir, Adrien. Merci pour tout. Au revoir à tous. Les ateliers, ça continue cet après-midi sur un atelier sur la question de la participation. On l'a un peu évoqué des personnes en situation de migration. Donc, on va parler de plein de choses, notamment des adaptations liées à la communication, etc., sur les questions de participation. Donc, on se retrouvera peut-être certains d'entre nous cet après-midi. Et puis d'ici là, on va souhaiter peut-être un bon appétit à ceux qui sont en France métropolitaine et puis un bon goûter peut-être. C'est ça. Nous, c'est plutôt l'heure du goûter que du repas. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir participé. Et puis merci à Telja d'être venu avec nous aujourd'hui. Et puis à Alain d'être toujours autant impliqué dans les différents projets qu'on propose. Merci beaucoup à vous. Merci à vous tous. Merci à vous. Au revoir à tous. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.